C'est vrai qu'une image qui est assez parlante, c'est dire que le corail est au poisson ce que l'arbre est à l'oiseau. Si le corail est complètement dégradé, abîmé, y a moins de poissons. Et ça, c'est vraiment, on le retrouve vraiment dans les résultats scientifiques. Située au cœur de l'océan Indien, l'île de la Réunion se distingue par ses récifs coralliens, un des écosystèmes les plus riches de la planète. 25 km de barrières récifales, 12 km² de lagons. À l'échelle des temps géologiques, ces récifs sont jeunes et leur superficie est la plus petite de tout l'outre-mer français. Pourtant, les lagons réunionnais n'ont rien à envier à leurs grandes sœurs de Maurice ou des Antilles. La vie y est foisonnante avec plus de 200 espèces de coraux et 3500 espèces sous-marines. Une vie luxuriante qui ne pourrait exister sans les polypes, ces minuscules animaux qui forment les coraux et qui leur donnent l'aspect d'étranges pierres sculptées. Les coraux ont traversé les âges, pourtant la communauté scientifique prédirait leur disparition d'ici 2050. Et la Réunion n'est pas épargnée par ce phénomène. Surpêche, pollution, réchauffement climatique, la liste est longue et chaque jour la barrière de corail se fragilise un peu plus, d'autant qu'elle se situe à proximité des côtes. Nous avons rencontré un ensemble de scientifiques, des Réunionnais qui veulent renverser la tendance. Préserver les coraux, c'est leur défi que nous allons vous raconter. Alors que les lagons sont à l'ouest de l'île, il faut se rendre dans l'est, au pied du volcan, pour mieux comprendre l'origine de la vie du corail à La Réunion, dans cette région où la mer y est toujours déchaînée. Nous retrouvons Jean-Pascal Code, un scientifique de renom en écologie marine, dans le petit port de Sainte-Rose. T'as vu les gadgets, les nouveaux gadgets qui vont sortir comme un machin Dark Vador où tu as les petites branchies, tu respires et tu nages comme ça. Oui, alors là, c'est curieux de tester. Tu tiens 5 minutes, 10 minutes sous l'eau, quoi. C'est-à-dire que tu es vraiment libre, tu es là. Tu vois, dans un lagon, un truc, tu es là, sous l'eau, à 3-4 mètres d'eau. Ouais, tu te prends vraiment pour un poisson, quoi. Ouais. Jean-Pascal Code fait partie des pionniers de l'étude des coraux sur les pentes du volcan à La Réunion. Pour cette expédition, il est accompagné de Lola Massé, spécialiste du corail à l'IRD, l'Institut pour la recherche et le développement. Passionné et toujours avide de nouvelles technologies, Jean-Pascal teste son dernier investissement, des masques faciaux, afin de communiquer sous l'eau. Pas de vidage de masque normalement dessous, parce que c'est pas la peine de faire des vidages de masque. L'avantage, c'est que tu as 0 buée parce que tu as de l'air frais qui rentre dedans. Donc ton masque, il est tout le temps propre. Voilà. Puis tu as un champ de vision qui est extraordinaire par rapport à nos petits masques normaux. Mais dans l'Est, les conditions météorologiques sont souvent capricieuses, la mer souvent agitée et la plongée généralement difficile. Le temps que tu as là, c'est le temps normal de Sainte-Rose. Et c'est pour ça qu'on a du mal à programmer d'ailleurs les sorties sur Sainte-Rose. En gros, quand on va sur les coulées de la plongée, eh ben on y va, on décide le soir pour le lendemain matin, quoi. Donc c'est très dur de programmer ces sorties. La preuve, c'est qu'on arrive à en faire 1, 2, 3, 4 par an maximum, quoi. On verra à quoi ressemble la mer dehors, mais a priori, la mer va être un peu agitée. Voilà. On se prépare à des grosses conditions. Pour rejoindre le site de plongée qui se situe à 2 heures de bateau, ils se sont entourés de Michel Guillemard, un grand connaisseur de la mer. Ce matin, ils seront les seuls à quitter le port sous les yeux intrigués des pêcheurs qui préfèrent rester à quai. Donc on est plus dans une logique d'expédition, de découverte du milieu marin que uniquement de suivi scientifique basique. Voilà. Et c'est important d'avoir des spécialistes du métier, tu vois ce que je veux dire ? Véritable laboratoire d'études, le piton de la Fournaise est connu dans le monde par la fréquence de ses éruptions. Depuis 1977, la surveillance est accrue. 12 coulées de lave se sont produites, dont 5 ont rejoint la mer. Un incroyable terrain de jeu unique au monde pour les scientifiques.
comment le récif corallien peut se créer à partir du moment où une île naît dans l'océan, une larve de corail arrive, se fixe, et à partir de là, on a un concentré ici finalement d'un laboratoire qui concentre en 7 ans les 8000 ans d'histoire de la vie d'un récif corallien à La Réunion. L'éruption qui a marqué les esprits des Réunionnais, c'est celle de 2007. La coulée du siècle, d'après les anciens. La coulée de lave a atteint l'océan en moins de 12 heures. Une éruption dantesque qui a duré 1 mois et qui donna à La Réunion 120 millions de mètres cubes de basalte. Un nouveau support sous la mer où la vie peut s'installer. C'est cette coulée de 2007 que Jean-Pascal et Lola vont explorer. En mettant ce qu'on ne peut pas mouiller, il y a trop de mer. Donc on est obligé de les suivre et de les poser au passage sur leur site. Et surtout pas perdre des plongeurs de vue. L'avantage pour un plongeur, c'est quand il est tombé dans l'eau, là, il est dans son élément et il est tranquille. Là, on est par 6 mètres de fond et normalement, on devrait trouver la gouttière pas très loin. Parce que là, il y a du courant et je ne sais pas si effectivement on est exactement au bon endroit. Donc, on cherche la gouttière. OK pour toi? OK pour moi. C'est ici, sur ce lieu que les scientifiques appellent la gouttière, que le travail commence. Pas de temps à perdre, par 18 mètres de fond, chaque minute compte. En 7 ans, Jean-Pascal Code a pu observer les premières étapes de la colonisation du récif. Ces études montrent que les poecilopores étaient la première espèce à s'installer. En comparant ces données avec la coulée de lave de 1997, il a compris que ces pionniers allaient peu à peu disparaître pour laisser la place à d'autres coraux. D'autres espèces qui, au fil du temps, pourraient former une barrière de corail. Voilà comment tout aurait commencé. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de barrière de corail de ce côté de l'île, alors que la vie est déjà débordante ? Le souci, c'est qu'avec le volcan, comme c'est un milieu très instable, avec des coulées qui peuvent ressurgir à tout moment et tout détruire, on ne sait pas si on arrivera à ce stade-là de barrière de corail en face de Sainte-Rose. On peut toujours imaginer que si on revient il y a 8000 ans en arrière, quand la mer est remontée au niveau actuel, le premier polype, si on raisonne avec la ponte des coraux, la première larve de corail qui est arrivée il y a 8000 ans, elle ne venait pas de La Réunion, elle venait probablement de Maurice ou d'ailleurs, ramenée. Elle a trouvé un endroit où les conditions étaient les plus favorables. C'est là où le récif est le plus large aujourd'hui, donc c'est la Saline. Contrairement à l'est de l'île, les coraux de l'ouest de la Réunion ont pu trouver les conditions parfaites pour s'installer. Un sol stable, peu profond, une faible quantité d'eau douce venant des rivières, peu de pluie. Ici, les exigences des polypes étaient parfaitement réunies. Au fil du temps, chaque polype bâtit, construit. Sa colonie pousse de 1 à 10 cm par an, pour donner naissance à un rempart sous-marin de plusieurs centaines de mètres de haut. C'est cette barrière de corail. Ce lieu unique d'une richesse exceptionnelle se développe grâce à un subtil équilibre dont seule la nature sait en garder le secret. Mais depuis 40 ans, la population de la Réunion augmente et les lagons de l'Ouest, directement soumis à l'influence de l'homme, voient leurs coraux doucement régresser. Voilà, tu tires doucement. Tire doucement. Ne tire plus. Bloque-le un peu pour faire tourner. Anne Lemailleux connaît bien les problèmes liés à la fréquentation des plages. Elle étudie depuis 5 ans l'évolution des activités nautiques et la présence des baigneurs dans les lagons de l'Ouest.
Son travail a fait l'objet d'une thèse pour l'IRD. Au niveau du bassin. Voilà. Ok, donc on va pouvoir communiquer. Voilà, et puis tu m'expliqueras un peu ce que tu fais, ce que tu veux faire en l'air. Puisqu'on a l'avantage de pouvoir parler, même moteur tournant. Grâce aux photos aériennes, Anne pourra répertorier, compter, classer ces images pour une étude comparative. Après 3 ans de suivi en ULM, elle nous donne ses premiers résultats. Alors tu préfères que tu me mettes un peu plus sur la barrière là pour tes photos? Et pourquoi tu fais cette étude exactement, Anne? Alors en 2010, on a essayé d'élaborer un protocole qui puisse permettre de suivre sur le long terme les usages qui se pratiquent, donc les usages balnéaires, les usages nautiques, qui se pratiquent dans la réserve marine. On n'avait aucune donnée sur le nombre de personnes qu'il peut y avoir au mètre carré, et ce sont des données qui sont importantes parce qu'on observe une évolution dans le temps des pressions. Il y a de plus en plus de gens sur les plages, et puis surtout, lorsqu'on a des crises, type crise requin, on observe aussi un report d'usagers sur des endroits, et on se retrouve avec des plages bondées. Depuis l'augmentation des attaques de requins, c'est en effet à l'abri dans les lagons que les touristes et les Réunionnais aiment prendre le soleil et pratiquer leurs activités de découverte des fonds sous-marins. Afin d'approfondir son étude sur la fréquentation des plages, Anne poursuit ses relevés en bord de lagon. C'est 25 km de littoral qui concentrent la quasi-totalité de l'activité balnéaire de l'île. Ce qu'on a observé depuis 2010, année où on a commencé les suivis, en fait, c'est qu'il y a eu une augmentation globalement sur la côte ouest de la fréquentation. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de gens sur les plages. Donc c'est de l'ordre de plus 22% entre 2010 et 2011, et puis une dizaine de pourcents supplémentaires en 2012. Donc ça, typiquement, sur une portion de plage comme ici, ça revient à près de 760 personnes à l'hectare. Et donc, pour vous figurer un peu, c'est comme si je parcourais 1 mètre de plage et que sur cette bande d'1 mètre, j'avais 3 personnes à chaque fois. Le pic de fréquentation est de 12 000 personnes sur cette plage de l'Ermitage. Les gens doivent avoir conscience que les coraux, ce sont des organismes vivants. Dès lors qu'on est dans le lagon, dès lors qu'on a une activité en lien avec le récif, il y a un impact potentiel. 12 000 personnes qui se retrouvent dans ce petit lagon. Piétinement, prélèvement, nourrissage. Les baigneurs peu expérimentés et les personnes non informées peuvent avoir un impact négatif sur le milieu. Des études récentes montrent que les crèmes solaires que nous utilisons auraient aussi un impact délétère sur la santé des coraux, ce qui augmente la menace sur toutes les zones touristiques. Mais l'histoire de la destruction du corail à La Réunion ne s'arrête pas là. Les baigneurs sont loin d'être les seuls responsables. 3 fois plus d'habitants en 40 ans, c'est aussi plus de pollution. La surface urbanisée triple sur la côte ouest. La pêche se développe, les activités se multiplient. Un impact humain qui devient vite incontrôlable. Les scientifiques s'inquiètent. Éric Châteauminois travaille au BRGM, le Bureau pour la recherche minière. C'est un spécialiste de l'érosion des plages. Il surveille un nouveau problème, l'ensablement du lagon. Comme le montre ce fil à eau, l'érosion des plages a creusé la dune et mis à nu les racines de ces arbres. Mais il y a pire encore. En fait, sans aller faire des relevés très précis, déjà, il y a des indices qui peuvent nous permettre de comprendre un peu quel était le niveau de la plage lorsque ces arbres ont été plantés, là, les fils à eau. Donc vous voyez le système racinaire de la plage qui est à peu près à 1,80 m, voire 2 mètres au-dessus de la plage actuellement. Donc ce qui veut dire que quand cet arbre a été planté, le niveau de la plage était 2 mètres plus haut. On a un suivi qui remonte à 1950. On a retrouvé des photos aériennes de cette époque-là.
Et ici, sur ce secteur, la plage était 25 mètres plus large qu'actuellement. Donc ici, 25 mètres, vous voyez, c'est peut-être 3 ou 4 fois la distance des baigneurs qu'on voit ici. Une plage de 25 mètres plus étroite et 2 mètres plus basse. L'érosion naturelle est ici accentuée par la présence de l'homme. Et le sable en perpétuel mouvement entre la plage et le bord de mer se retrouve aujourd'hui en excès dans le lagon. Éric donne plusieurs explications à cela. Il y a la problématique de l'absence des dunes, il y a la problématique de la présence des restaurants qui aggravent l'érosion, il y a l'augmentation de la fréquentation des gens, il y a beaucoup de facteurs négatifs qui s'accumulent et qui font qu'aujourd'hui cette plage elle n'est plus à l'équilibre comme elle a pu l'être auparavant. Avant, en effet, les hommes avaient ici un autre rapport au corail. La mer assurait une subsistance à quelques familles locales de pêcheurs, sans déséquilibrer les peuplements de poissons. Et comme partout dans le monde, la Réunion ne manquait pas de techniques artisanales. La fin des années 60 correspond à la fin d'une époque qui aura duré 70 ans environ. Celle d'un tournant dans l'histoire du corail à la Réunion, retour sur une tradition que les anciens n'ont pas oubliée. Clovis est un guide pays. Passionné par l'histoire de son île, il aime recueillir des témoignages de la vie de nos Gramounes, les anciens comme on les appelle ici. Aujourd'hui, il s'intéresse au corail qui, après transformation, pouvait donner de la chaux, une matière première comparable au ciment. Clovis a rendez-vous avec Monsieur Noé, un des derniers récolteurs de corail. Bonjour, mon noir. Comment il est? Ah, il est bien. On y voit où un petit peu, m'a besoin de 3 petites informations. Oui, Madonna. Moi, le guide de l'Office Tourisme de l'Ouest. Ouais, de l'Ouest. Donc, voilà, il me dit, pour une fois, il trouve un grand monde, il faut me poser 2-3 questions. Oui, il est bon. Ma coup d'après, Madonna a la réponse au moins. Zordi, on t'avait causé un petit peu. Oui. Ce corail. Oui, il est bon, mon enfant. Comment, à l'époque, bonne de monde, en fait, tu exploitais un peu corail là, tu tiens corail là. Oui. Depuis quelle heure tu les donnes là? Depuis que les femmes disons comme le jour est clair. Le jour est clair, bah alors? Oui, bah tu vois. D'accord. Contre 6h, 6h30 alors. Il était comme ça. Mais tu vois comme il met à dire, mis en bas ça, lis-moi avec mon marteau, mon marteau là. Oui. Après il me baise bon, coulis rouge. Il prend bah, il boit dans son qui, il capote son maman. Hein? Là, après-midi, il met un garde, il m'amène à terre. Il traîne son derrière, comprends-moi? Il traverse, moi. Il met à l'entrée, il tire dessus, il met en temps. Après, ça va s'envoyer. À La Réunion, pendant plus de 70 ans, les hommes et les femmes ont récolté le corail. Le corail abondait et loin des préoccupations actuelles, les hommes trouvaient à portée de main un excellent matériau. D'après certains écrits, les meilleures journées de récolte permettaient d'extraire jusqu'à 1 tonne de coraux. Un travail harassant pour ces hommes de la plage qui étaient toutefois bien récompensés. 1500 francs par semaine jusqu'à samedi. Ah, donc c'est pour ça que il y a bien 250 francs par jour. Donc plus avantageux travail corail que tu gagnes manger plus, l'argent bénéfice plus. Seulement, il faut d'abord dire la mer, là-bas, il donne à où? 1500, oui, bon Dieu la mer. Bon Dieu la mer, bébé, la mer, elle est à Marie, j'ai dit Marie. D'ailleurs, bon Dieu la mer, justement. Quand on dit bon Dieu la mer, nous rigolons un peu comme ça. Oui. Mais quand on rentre là-dedans, là. Mais il fait signe de quoi? Voilà, on a un rituel. Ben, mon rituel, parce que lui, écoute là où bien, lui, c'était un prophète, lui. Hein? D'accord. Jésus, Marie, Joseph, Saint, toute la soie, il vient que lui. Toute la pluie vient que lui. Hein? Et où manger, sort en France, la farine, parce qu'il vient ici. Donc, votre rapport avec la mer, un grand respect. Un grand respect.
Mais Madonna, où ça son four à celui-là? Tu vois quand tu quittes William Mittel, Fossi là, qui ça pas avant tu rentres Saint-Lé, après un petit fond à là? Ben, ils appellent ça la cafouine, ça, non? La cafouine? Oui. Non, il faut voir ça dans le trou capé là. D'accord. Ça, c'est Glisnay-Rivière. D'accord. C'est à Saint-Leu que l'activité des fours à chaud était la plus importante. À son apogée, cette petite ville de l'Ouest possédait 9 fours à chaud. Une activité qui a fonctionné à plein régime 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de 1913 à 1969. Ici, au four à chaud Rivière, les coraux arrivaient par le train de l'époque avant d'être déchargés, cuits et transformés en chaud. Clovis a rendez-vous avec Guy et Maxime de Boisvilliers. Ces deux frères habitaient à proximité. Ils se souviennent de l'activité qui régnait autour de ce four. C'est joli le four à chaud, hein? Un gros four à chaud comme ça, tu ne trouves pas? C'est ça, je te vois quand j'étais petit, t'es aussi énorme que ça? Voilà. Donc là, on allume le feu. Nous en a un croisillon. Il met de quoi c'est des gros bois, tout ça, vous voyez, des énormes bois en haut. Oui, il faut avoir un terrible feu. Quel bois ça, Filao? Filao et ainsi de suite, c'est des bois plus tamarins et tout, mais le meilleur c'est Filao. Enfin, c'est des bois Filao ici. Filao, oui, ça dure longtemps. Donc le bois, les coraux, les en dessus. Et c'est là où on met les coraux dessus. Oui. On met un lit de bois, après on met les coraux et ainsi de suite. Quand la gueule plein, et à chaque fois que ça descend, ici on retire, on remplit en haut. On retire à coups de pelle, là. C'était comme une scène sans fin, jamais on arrêtait. 2 volumes de bois pour un volume de corail, disposés méticuleusement, permettaient d'assurer une meilleure combustion. Après 3 jours de cuisson, le corail était retiré à la base du four, séché et conditionné. La chaux devint rapidement un matériau indispensable dans de nombreux secteurs vitaux de l'économie. Elle était utilisée comme engrais en agriculture, comme lessive pour purifier la mélasse lors de la fabrication du sucre, mais surtout, elle jouait le rôle de mortier dans la construction. La chaux alimente les grands travaux dans l'île, des ponts, des cimetières, des églises, encore érigées de nos jours. Dans les écoles, dans les cours en ville, tout ça, les murs, il n'y avait pas de peinture, c'était la chaux. D'accord, donc il n'y avait pas de peinture, c'était la chaux qui remplaçait. On blanchissait les murs. Oui, ce premier ciment, voilà, mais encore là, il existe encore, combien d'années. Dès la fin des années 1940, le ciment importé entraîne la baisse de la production. En 1969, l'extraction du corail dans le lagon est interdite. Les fours cessent progressivement jusqu'à épuisement des stocks. Malgré cette page de l'histoire et les impacts actuels, le corail et ses polypes cachent encore des secrets, car pour lui, le combat n'est pas terminé. Nous retrouvons Lola Massé que nous avions laissée sur les coulées de lave du volcan. Ce soir, quelques jours après la pleine lune, elle souhaite observer un phénomène qui se produit généralement une fois par an. Vous avez le panier avec les lampes? Parce qu'elles sont pas derrière, là. Elles doivent être dans un autre panier à l'avant. On s'est aperçu en fait qu'il y avait des œufs roses dans les coraux et donc ça c'est très bon signe parce que ça veut dire que les coraux sont matures et sont prêts pour la ponte. Ah, vraiment, je mets beaucoup d'espoir sur ce soir. Espérons qu'on ait de la chance. Voilà. Lola est accompagnée de 2 amis, dont Mathieu Serré, spécialiste des maladies des coraux. Les coraux, ils pondent 1 heure à 2 heures après la marée basse. Voilà. Ils attendent le soir. On pense que c'est pour éviter la prédation des poissons, en fait, parce que la nuit, les poissons dorment et comme ça, ils ne mangeront pas les œufs. D'accord. Et là, je ne vois pas d'œufs à la surface de l'eau. Donc il va falloir attendre. Ils n'ont pas encore pondu. Ils sont assez capricieux. Comme ils n'ont pas de montre, les coraux, eux, ils se basent sur des paramètres de la nature pour réussir à se synchroniser et à pondre tous ensemble. Donc ils utilisent la température de l'eau. Ensuite, ils utilisent la lune. Donc la lune, ça leur permet de savoir quel est le bon moment dans le mois. Donc ils pondent souvent quelques jours après la pleine lune. Et
En dernier, ils utilisent la marée basse et la pénombre. Et alors c'est assez spectaculaire puisqu'on est là dans l'eau pendant 2, 3, 4 heures. Des fois on désespère et puis d'un coup on commence à voir une ou deux petites boules roses qui arrivent. Puis d'un coup c'est des centaines, c'est des milliers et puis l'eau se trouble. On sent l'oursinade, on a les cheveux collés. On sent la mer pendant une semaine mais c'est un moment vraiment magique. Dotée d'une patience irréprochable, cette jeune scientifique espère observer une nouvelle fois la ponte des coraux. Mais le spectacle n'est pas garanti car ils n'ont pas pondu depuis 3 ans dans le lagon de l'Ermitage. Après 2 heures d'attente, ce soir, les coraux ne nous ont pas encore offert leur spectacle. Rien n'est encore sûr. Depuis que j'étudie les coraux, donc ça fait 5 ans, voire plus, on a dû sortir 100 fois, 200 fois et au total j'ai dû voir une dizaine de pontes. Donc ça demande beaucoup d'efforts pour une toute petite récompense, mais quand ça se produit c'est vraiment très chouette. Puis soudain, difficile de passer à côté. Le lagon devient le théâtre d'un moment rare et magique. Tous en même temps, les coraux se mettent en scène. Des milliers d'œufs montent vers la surface de l'eau avant de se laisser dériver au gré des courants. Ce soir, la ponte des coraux durera plus d'1 heure. Lorsqu'elle n'est pas dans l'eau, Lola consacre son temps à observer ses larves de coraux au laboratoire de l'IRD. Son univers, l'infiniment petit. Ses recherches tentent d'élucider le parcours des larves après la ponte. Où vont-elles ? D'où viennent-elles ? Autant de questions encore inconnues qui pourraient contribuer à assurer l'avenir du corail dans le monde. Lola a installé des plaques dans le lagon afin de récolter des petites larves de coraux et de les étudier au microscope. Au moment où les coraux pondent, donc les œufs sont relâchés et arrivent à la surface de l'eau, c'est là qu'il y a la fécondation. Donc en fait, les spermatozoïdes vont nager jusqu'aux ovules et vont féconder les œufs. Et les œufs ensuite vont être emportés par les courants. La petite larve, elle peut voyager pendant 2 à 3 mois et rester comme ça en surface de l'eau. Et en fait, lorsqu'elle rencontre un récif et qu'elle considère que c'est un habitat favorable, elle va avoir tendance à couler et elle va se poser sur le récif. Donc on ne sait pas trop encore par quel mécanisme elle arrive à sentir donc soit des hormones, soit des odeurs qui lui disent ça c'est un bon endroit pour t'installer, ça c'est un mauvais endroit pour s'installer. Un mauvais endroit pour s'installer, par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup d'algues, parce que les algues ont tendance à grandir plus vite que les coraux et à être beaucoup plus compétitives. Donc si la larve s'installe au milieu des algues, elle va très vite être recouverte par les algues et elle va mourir. Et un bon endroit pour s'installer, c'est un endroit où justement elle a de la place pour se développer, parce que d'une petite larve d'1 millimètre, ça va donner une colonie de plusieurs dizaines de centimètres. Donc la petite larve, une fois qu'elle a trouvé un spot idéal, en fait, elle vient se fixer dessus avec sa bouche et elle va fabriquer une sorte de colle qui va la maintenir sur cet endroit, même s'il y a de la houle.
Et au fur et à mesure des jours, elle va s'aplatir comme ça. Et de l'autre côté, donc un peu au niveau de ses fesses, il va y avoir des tentacules qui vont commencer à se former et qui vont s'allonger pour donner naissance à un polype. Voilà. Et le polype donc, sera exposé comme ça à la houle. Donc nous, on a le squelette à l'intérieur de notre corps. Le polype, lui, il est assis sur son squelette. Et son seul moyen de grandir, ça va être de fabriquer des couches de squelette calcaire pour pouvoir monter toujours plus haut vers la lumière. Ainsi, le polype ne s'arrête jamais de construire. Dès qu'il a terminé sa loge, il la ferme avec un plancher et se met à en construire une autre. Les polypes, également capables de se dédoubler, construiront tous ensemble une colonie, un véritable immeuble de plusieurs étages dont ils n'occupent que le dernier palier. Chez certains coraux, pour avoir une colonie de 2 à 4 mm, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Ensuite, pour avoir la colonie adulte qui fait des dizaines de centimètres, comme celle qu'on voit quand on va dans l'eau se baigner, ça peut être 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Donc ça grandit très très doucement. D'après les données scientifiques, le lagon de la Réunion a perdu plus de 60% de sa vitalité en 30 ans. Une problématique qui viendrait aussi des pollutions urbaines et agricoles mal prises en charge. D'autant que son bassin versant, très pentu, entraîne de forts ruissellements des eaux de pluie lorsque les terres sont mises à nu. Ou lorsque le béton est très présent, la vitesse des écoulements s'accélère. Et enfin, dans un contexte de forte pression démographique, les stations d'épuration des eaux usées doivent régulièrement augmenter leur capacité de traitement. Mathieu Serré, ce Réunionnais qui a grandi à La Saline, s'intéresse à l'impact de la pollution sur la vie du corail. Son travail de thèse à La Réunion l'a conduit à étudier les maladies des coraux. Il est accompagné aujourd'hui de Florence Trentin, biologiste. Moi, le récif de la Réunion, je le connais depuis que je suis tout petit. J'ai vu un petit peu les différentes étapes de dégradation. J'ai assisté à des phénomènes de blanchissement, assisté à la dégradation mécanique associée à une augmentation de la population, à différentes activités humaines, mais également à cette apparition de ces signes bizarres que j'avais du mal à identifier, des bandes circulaires, donc à partir d'un point central qui commence à grossir, se propager sur toute la surface de la colonie. Alors ces bandes peuvent prendre des couleurs un peu différentes, soit on peut avoir des bandes noires, soit on peut avoir des bandes blanches, on peut avoir aussi des variantes dans ces couleurs. Donc du coup, je voyais que ça prenait de plus en plus d'ampleur et je me suis dit, l'idée, voilà, c'est de se pencher sur ce problème qui est émergent finalement. Comme tout être vivant, les coraux peuvent tomber malades et mourir. Leurs agresseurs sont les bactéries, les virus du milieu marin et les polluants que l'homme leur inflige à chaque arrivée d'eau douce. Une étude récente a montré que l'eau de mer en sortie de Ravine à La Réunion présentait une pollution importante. On y trouve des médicaments, des pesticides, des matières fécales, ce qui augmente les maladies des coraux. T'as vu cette grosse colonie de Porites ? Elle a à peu près 200 ans. Et en 1 an, la maladie l'a grignotée. Et là, elle n'existe plus, elle est complètement morte. Et ça, tu l'as vu en combien de temps ? Ça, en 1 an et demi, à peu près. Lors de sa thèse, Mathieu a été surpris par une catastrophe bien plus meurtrière que les maladies coralliennes. En février 2012, suite à un épisode pluvieux exceptionnel, une vague de boue arrivant de la montagne a fini sa course dans le lagon. L'eau sale, chargée en terre et en polluants, est arrivée en masse, recouvrant l'ensemble des coraux de son site d'étude. Au final, les 3/4 des coraux de la zone sont morts étouffés. Un des plus beaux sites du lagon de Saint-Leu, anéanti en très peu de temps. Suite à ce phénomène de boue, donc 80% de ces coraux, 80% des coraux que je suivais, ont complètement disparu. Donc là, on a vraiment un phénomène violent. J'avais jamais vu autant de boue arriver d'un même mouvement comme ça, et surtout se déposer aussi facilement et aussi grasse, aussi pesante, et recouvrir tout. On enfonçait dedans, on a des traces de pas, et venir recouvrir tous les coraux, évidemment. Là, on laisse aucune chance aux coraux.
Afin d'améliorer la connaissance des milieux aquatiques et l'état des masses d'eau, l'Office de l'eau Réunion finance de nombreuses études et travaux. Mais alors que le corail souffre, qu'en est-il des poissons du lagon et de la barrière de corail ? Leur vie, si étroitement liée, est-elle en danger ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Pascal Chabanet et Patrick Durville, des incontournables du milieu marin à La Réunion. Ils sont tous les deux experts en ichtyologie, c'est-à-dire en poissons récifaux. Pascal est directrice scientifique à l'IRD de La Réunion. Il y a combien d'individus et d'espèces qui ont été recensés là? C'est toi qui as fait le suivi? Je m'en souviens plus, mais c'est des milliers. Ah, des milliers d'espèces, plusieurs milliers. C'est lequel que tu prends là? Celui-là? Aujourd'hui, ils se rendent sur la pente externe de la barrière de corail, au large de Saint-Gilles-les-Bains. 5 mètres sur 5 mètres, comme d'hab. Leurs relevés permettent de nous renseigner sur l'évolution de la faune sous-marine. C'est essentiel d'étudier les poissons en complémentarité des coraux, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une image qui est assez parlante, c'est dire que le corail est au poisson ce que l'arbre est à l'oiseau. C'est-à-dire que si le corail est complètement dégradé, abîmé, y a moins de poissons. Et ça, c'est vraiment, on le retrouve vraiment dans les résultats scientifiques. Les poissons utilisent le récif, utilisent le corail essentiellement comme abri. Et on comprend bien que plus le récif va être développé, plus il va être diversifié, plus il va représenter tout un tas de niches écologiques, tout un tas d'habitats pour bon nombre d'espèces. Et donc lorsque le corail diminue, lorsque l'habitat s'appauvrit, on a tous ces poissons aussi qui diminuent en même temps. C'est évident qu'il y a depuis 20 ans, 30 ans une évolution sur la pente externe. Là, on n'est pas de côté du lagon, mais cette zone, elle a été énormément touchée. En 30 ans, j'ai vraiment vu une très forte évolution. Il y a même quelques espèces qui ont carrément disparu, qui deviennent très rares, qu'on ne voit plus, qui n'existent plus à La Réunion. Ça, c'est 2 crayons déjà. Certains poissons s'adaptent au milieu et réussissent encore à proliférer sur la barrière de corail, même si la qualité du milieu se dégrade. Les Lugiancasmira, ces poissons jaunes, vivent généralement en banc. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés et sont encore très fréquents dans les eaux réunionnaises. En revanche, d'autres espèces de poissons sont très sensibles à leur environnement. Par exemple, ces mérous ananas sont les premiers à disparaître lorsque le récif est en mauvaise santé. Et si la diversité diminue, c'est tout l'équilibre de l'écosystème qui est en péril. Pascal Chabanet est une figure à La Réunion. Elle a grandi au bord du lagon et a connu l'époque où les poissons vivaient en harmonie avec leur milieu. C'est probablement de là que vient son amour pour la mer. Elle se souvient. Quand j'étais petite, en fait, quand j'allais dans l'eau, il y avait des coraux partout. Il y avait des poissons, plein de poissons, et des poissons colorés, beaucoup plus qu'on en voit maintenant, en fait. C'était comme une petite forêt, en fait, un récif, c'est une forêt sous la mer avec ces coraux branchus qui sont comme des arbres et auxquels sont associés des multitudes de poissons, de coquillages, de crustacés. Quand je regarde juste mes données, quand je fais parler mes données, je dirais que jusqu'en 95-96, il y avait encore beaucoup de coraux dans le lagon, quand même un univers corallien dominé par le corail. Je pense qu'à partir des années 2000, aujourd'hui le lagon est dominé par les algues. On voit des bancs de poissons dans le lagon encore, mais c'est des poissons qui sont ternes en fait, qui sont associés aux algues. Donc on sent vraiment qu'il y a un déséquilibre dans cet écosystème.
Pascal travaille sur les récifs coralliens depuis 25 ans et se bat pour la protection de ces milieux. Quand on voit quelque chose qui disparaît et qui est attaché à notre enfance, en particulier dans mon cas, on n'a pas envie que ça parte, quoi. On a envie de le partager après avec les autres qui vont arriver. Donc c'est vrai que quelque chose qu'on n'accepte pas en fait, de voir un milieu se dégrader, un milieu qu'on aime, qui se dégrade. Je ne peux pas me battre toute seule pour ça, quoi. Il faut que ça soit une décision qui soit commune avec politique, gestionnaire, usagers de la mer. La parole doit être donnée à tout le monde parce que c'est vraiment un patrimoine qui appartient à tout le monde. Aujourd'hui, les récifs coralliens de la Réunion sont pris dans une machine infernale, une machine dominée par l'homme. Pour sortir de cet engrenage, les consciences commencent à se mobiliser. Une réserve nationale marine a vu le jour en 2007. Non sans éclat, ni sans réaction. À sa tête, un homme investi, Fabien Métayer. Bonjour Stéphanie, dis-moi, la réunion avec la sous-préfète est confirmée tout à l'heure? Super. Super, bon bah j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Tout à l'heure. La réserve naturelle marine a été créée pour préserver le corail réunionnais et sa biodiversité, mais aussi pour maintenir les activités de pêche artisanale, les activités nautiques et l'économie de l'île liée au tourisme. 80% des récifs coralliens ont été mis en réserve et seulement 5% sont en protection renforcée, sans présence humaine. Au total, 15 agents luttent chaque jour face aux pressions. Déjà, l'appellation d'une réserve marine ou terrestre appelle des questions, parce que mettre en réserve quelque chose, c'est vraiment, au final, l'écarter d'un mouvement. Aujourd'hui, c'est presque impropre, ce terme réserve, parce qu'on ne peut pas écarter les activités humaines, c'est impossible. Donc l'idée, c'est bien de gérer, c'est-à-dire d'avoir un équilibre permanent entre protection de l'environnement, préservation de la culture, du social, mais également développement raisonné de l'activité humaine. Fabien Métayer a des journées chargées, entre les élus, les services de l'État, les usagers. Ce matin, il a rendez-vous avec des pêcheurs traditionnels qui demandent plus de zones de pêche. Pour sauver le corail à La Réunion, pour sauver le lagon, la biodiversité, je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette. Les années 70, on était sur La Réunion à peu près 350 000 habitants. On va vers le million, donc avec une masse critique et une pression très forte. Mais bon, qui dit pression veut dire aussi conscience. En tout cas, le principal objectif, c'est vraiment que tout le monde se rassemble sur un intérêt général qui est celui du territoire. Avec Saint-Barthélemy aux Antilles, la réserve marine de la Réunion a une configuration unique en son genre, où la pêche et les activités y sont autorisées. Pour Fabien Métayer et son équipe, l'heure est à la conciliation. C'est ça, c'est ça. Mais comme nous protège notre jardin, ne détruit pas toutes les carottes aujourd'hui, nous laisse de la même, au moins le petit marmaille voit. Mais au moins notre enfant ils puissent voir c'est quoi il est un poisson, c'est quoi il est un perroquet, c'est quoi il est un capucin, c'est quoi il est ça. Nous, on va porter une proposition de réforme avec vous, et ensuite il faut que les services de l'État, les scientifiques décident. Et il faut qu'on arrive à l'équilibrer, parce que sinon on n'y arrivera pas. Nous avons nos traditions, on doit transmettre ça à nos enfants. À ce moment-là, c'est à nous-mêmes de respecter la réserve, respecter le système écologique. Quand je vois quelqu'un qui arrive et qui pêche des petits poissons, je vais vers lui et lui expliquer, voilà, pourquoi tu pêches ça, pourquoi tu veux faire ça. Laisse ça vivre pour qu'on puisse pêcher plus tard. Bon, quand on installe une réserve, qu'elle soit marine ou terrestre, il y a une période d'acceptation. C'est normal parce qu'on bouscule, voilà, les gens sont réfractaires au changement, c'est tout à fait normal. Après cette période-là, je pense qu'il y a une appropriation de ce pourquoi on fait ça. Après discussion, les pêcheurs et l'équipe de la réserve trouvent un accord. Mais Fabien Métayer a déjà de nouvelles préoccupations sur le devenir global du récif corallien de la Réunion. Il ne faut pas le nier, hein. On a des phénomènes très durs. On sait qu'aujourd'hui, on a 400 zones mortes. On sait qu'on a une accélération de l'acidification des océans. On a des études qui montrent qu'à la fin du siècle, l'acidification des océans, ça sera un coût de 1000 milliards de dollars par an. On a 400 millions de personnes dans le monde qui vivent derrière une barrière récifale.
Donc demain, quand on aura une augmentation de température, plus d'acidification, eh ben on aura des réfugiés climatiques, on aura des zones qui seront déstabilisées. Au-delà des impacts directement liés par l'homme, le réchauffement climatique ajoute une pression supplémentaire aux récifs coralliens de la Réunion. Depuis une vingtaine d'années, les glaciers fondent et de leur côté, sous les tropiques, les polypes sont stressés par la température des océans qui augmente. Les cyclones sont de plus en plus intenses. À La Réunion, on a bien conscience de ces impacts planétaires sur le milieu marin. Le combat continue. Parallèlement à la création de la réserve, des aménagements sont mis en place afin de réduire les pollutions venant de la Terre. En mer, l'installation de récifs dits artificiels pourrait être une façon complémentaire d'aider un peu la nature en augmentant la survie des jeunes poissons. Fabien Métayer est accompagné de Bettina Lavaux et d'Olivier Bajard, responsable à EDF. Ils se rendent sur une expérimentation installée par les pêcheurs professionnels en dehors des lagons. Mathieu Pinault est le scientifique qui a étudié l'évolution de ces récifs pendant 5 ans. À La Réunion, partout où on a des fonds sableux et pas de vie, on peut recréer de la vie, à ton avis, et développer une activité soit de pêche, soit touristique autour de la plongée? Alors ça dépend, il faut qu'il y ait des habitats pour les juvéniles. Il faut d'abord qu'il y ait une nurserie. Ensuite, au large, on peut presque toujours avoir la possibilité justement d'installer des habitats artificiels qui permettent à ces poissons juvéniles de trouver un habitat soit intermédiaire, soit définitif, sur lequel ils peuvent grossir. C'est vraiment comment le progrès, l'activité humaine revient en renforcement justement de déséquilibres écologiques. C'est ça qui est intéressant dans ce type de démarche. Après 30 minutes de navigation, l'équipe rejoint des récifs artificiels immergés en baie de Possession sur une zone de sable. Ça fait 1 an que je ne suis pas venu sur le site et je suis impatient de voir comment ça a évolué, si de nouvelles successions écologiques se sont installées, si on a de nouvelles espèces, si le corail s'est développé, tout ça quoi. Les récifs artificiels de La Réunion ont été élaborés à partir de poteaux EDF recyclés. Après quelques mois d'immersion, les structures se sont tout de suite avérées adaptées. Un véritable abri pour les poissons, un support pour les premières colonies coralliennes. Cet aménagement pourrait ainsi compenser la surexploitation des ressources. On arrive sur une plaine sableuse, il y a cette espèce de construction en poteau EDF avec une vie incroyable. Et en fait, il y a plein de grands bancs aussi de poissons qui évoluent autour du dispositif et ça, c'est assez impressionnant aussi. Mais c'est vrai que ça laisse quand même présupposer ce qu'il pouvait y avoir peut-être à La Réunion avant les années 70, quoi. Ça fait du bien de voir de la vie comme ça, une sorte de halo de vie. On essaye de créer un coup de pouce pour la restauration, mais on ne peut pas restaurer un habitat naturel à part entière, c'est pas possible. Cette logique doit absolument être incluse dans une logique de conservation. Il est évident que si on continue dans une logique comme celle-là, on ne pourra pas restaurer et compenser les dégradations écologiques par des récifs artificiels. On doit absolument limiter les dégradations et se concentrer sur la réparation de ces quelques dégradations-là. Le corail a traversé les âges, des grandes périodes climatiques, mais aujourd'hui, sous l'effet des pressions de l'homme qui ne cessent de se multiplier, on peut craindre qu'il n'arrive plus à s'adapter. Par le passé, on a commis des erreurs, souvent sans le savoir.
Aujourd'hui, on a bien conscience de l'impact de nos activités sur les récifs coralliens et il est impératif de poursuivre les actions qui ont récemment commencé afin de tout mettre en œuvre pour agir. Il est important de continuer à nous battre, chacun à notre niveau, car nous sommes tous concernés.